Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la suite de la vidéo précédente où on avait parlé beaucoup mécanobiologie autour du disque, donc c'était quelque chose de très théorique. Aujourd'hui, on va voir les études qui parlent d'adaptation du disque et de sport, ok? Donc ça va être un petit peu plus concret. Avant de passer à la vidéo, bon, je vais faire comme d'habitude un petit peu ma promo. Donc là, vous avez mon Instagram, je vous invite à me rejoindre. Ici, je vous le mettrai aussi le lien en description. Vous avez la formation que j'ai faite sur la prise en charge en première intention des lombalgies. En plus, là, j'ai commencé à avoir quelques retours de personnes et qui étaient plutôt satisfaits, notamment de la partie neuro. Mais moi, franchement, je suis content de toutes les parties. Donc, je vous rappelle, c'est 7 heures de contenu vidéo avec quasiment un peu moins de 300 diapos, je dirais 275 diapos. Et vous avez une vidéo sur le syndrome de la queue de cheval sur ma chaîne YouTube, justement, où c'est carrément un extrait d'une sous-partie, enfin, d'une partie d'un module, ok? Donc il y a 4 modules, et dans le module neuro, en gros, je vous ai mis le syndrome de la queue de cheval en accès complet sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'était pour ma promo. On va quitter, je vous mettrai le lien en description, hein, pas de problème. Juste pour vous dire, normalement, l'année prochaine, je devrais sortir la partie 2, et la partie 2, ce sera vraiment la suite de la partie 1, ok? Donc ça ne servira à rien de l'acheter séparément. Donc il faudra acheter la partie 1 et 2, donc je ferai un pack et je mettrai ça ensemble. Bien évidemment, tous ceux qui auront acheté la partie 1 avant la sortie de la partie 2, je ferai, vous aurez en particulier une réduction. Ok, donc là on va attaquer la vidéo. Il y a à peu près 16 diapos, il me semble, 15-16 diapos. Donc en termes d'estimation, on va se dire, ouais, on va avoir pour entre 30 et 40 minutes, je pense, maximum de vidéos. Et juste pour vous dire, si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne, je pense que le titre de la vidéo, ce sera le meilleur sport pour tes disques. Mais ça sera juste le titre de la vidéo. C'est juste pour lancer le débat. Si tu t'attends juste à ce que je te cite un sport le mieux pour tes disques, tu peux partir tout de suite de la vidéo. Ok, donc on va commencer. Alors, pratique du sport et adaptation du disque, on va commencer déjà par la sédentarité, ok, avant de parler de sport. Et donc en fait, on a des études qui nous montrent en fait qu'on a une relation dose-réponse entre l'inactivité physique et les anomalies structurelles de la colonne lombo-sacrée. Enfin, en gros, on va dire, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les disques au niveau du rachis lombaire. Donc au niveau des disques du rachis lombaire, on va avoir des anomalies. Notamment, en fait, on va avoir une hauteur réduite des disques intervertébraux et on va avoir un risque accru de teneur élevée en graisse dans le multifidus. Donc ça, c'est pas le disque, mais des fois, il y a des petites notions comme ça, je vous les rajoute en plus. Tout à l'heure, on reparlera aussi de quelques muscles, mais voilà. Mais en gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est que les personnes qui font pas d'activité physique, eh ben, elles ont des disques intervertébraux qui sont un petit peu tassés. Et si on veut faire le lien avec d'autres choses qu'on a vues dans d'autres vidéos, je vous rappelle, hein, sur le cartilage, on avait vu qu'au niveau du genou et de la hanche, les personnes sédentaires avaient autant d'arthrose que les personnes qui faisaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activité physique. Ok, donc vraiment, retenez que l'inactivité, c'est vraiment problématique pour les tissus. Ok, et donc en fait, le rétrécissement des disques intervertébraux, c'est une des caractéristiques de la discopathie dégénérative, que certains considèrent comme le facteur de risque structurel le plus important pour la lombalgie. Donc là, je vous ai mis ce schéma-là, vous le connaissez, vous pouvez le retrouver dans cette étude-là, où on a en gros tous les facteurs classés par type de facteurs qui peuvent expliquer la lombalgie. Et en fait, quand on regarde dans les facteurs biomécaniques ou les facteurs tissulaires, on va dire, voilà, là, le plus gros cercle en orange, c'est les disques qui ont dégénéré. Ok, et là, je vous ai mis, c'est un exemple de teneur élevée en graisse dans le multifidus, hein, ici, mais pas dans les érecteurs du rachis. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'une forte infiltration de graisse dans le multifidus, c'est fortement associé à des paramètres cliniques tels que le fait d'avoir déjà souffert, par exemple, d'une lombalgie auparavant. Et donc, l'une des possibilités qui fait que l'inactivité physique, c'est mauvais pour les disques, en fait, c'est que ça va entraîner une stimulation mécanique inadéquate, la contrainte statique. Donc là, faut avoir vu la partie 1, ok, de la vidéo. La contrainte statique, on sait que c'est mauvais pour les disques. Voilà, ils ne s'adaptent pas à ça. Pareil, si on veut faire des liens avec d'autres choses, on avait déjà vu ça aussi pour d'autres tissus, hein. L'os et le cartilage, pareil, la contrainte statique maintenue longtemps, ils aiment pas trop ça. Donc la sédentarité, mauvais pour les disques, ok?
Ce qu'on sait en fait, c'est que la compression mécanique du disque intervertébral, surtout quand ça va être maintenu dans le temps, ça va réduire les distances entre les plaques terminales et le centre du disque, ce qui va limiter, en réduisant les distances de diffusion, pardon, entre la plaque terminale et le centre du disque, tout en diminuant, en plus de ça, la teneur en liquide. Donc ça va réduire la capacité de diffusion des solutés, modifier le métabolisme du disque et diminuer la capacité du disque à maintenir en fait une bonne matrice. Ok. Je rappelle que on a la diffusion, donc c'est la, c'est le passage des solutés en fait. Hein, il est nourri par plusieurs moyens, le disque. Je ne vais pas refaire la vidéo précédente, mais il y en a un, c'est la diffusion, et ça c'est pour les petits solutés. Et il a été démontré qu'en fait une charge long terme, notamment statique, donc que ce soit la position en décubitus dorsal ou en position assise prolongée ou station debout prolongée, sans mouvement, en fait ça ralentit le transport des petits solutés, et en fait il faut environ 3 heures de temps, il faut 3 heures pour avoir une récupération lorsqu'on a passé 4,5 heures en charge statique, ok, afin de retrouver les taux de diffusion des disques qui n'ont pas été chargés de cette manière-là. Ok. Donc, dès que vous restez 4h30 à travailler, il va falloir 3 heures pour que le disque y récupère. Donc vous vous rendez bien compte que si vous avez une journée de 8 heures où vous passez 4 heures assis le matin, 4 heures assis l'après-midi, et que vous avez qu'une pause de midi à midi d'une heure, et que bah, la pause vous la passez assise aussi, en fait vous ne retrouvez jamais le bon taux, un taux de diffusion optimal dans le disque. Ok. Donc voilà, vraiment, il faut penser, quand c'est possible bien évidemment, à faire des pauses et à faire une activité physique dans la semaine régulière, ok, et on verra ça après. Là, on est vraiment dans la partie chez les sédentaires. Les sujets qui sont physiquement inactifs, ils ont montré une augmentation significative de la dégénérescence discale de la colonne thoracique, lombaire et de l'ensemble de la colonne thoraco-lombaire. Donc en fait, ça c'est une autre étude ici par rapport aux sujets qui faisaient régulièrement de l'exercice, donc plus de 2 heures par semaine. Et l'inactivité physique au cours des 14 dernières années a augmenté de manière indépendante la probabilité de dégénérescence discale de la colonne thoraco-lombaire de manière significative. Ok. Donc en gros, qu'est-ce qu'on retient de ces deux diapos-là? Bah, l'inactivité physique, la sédentarité, c'est mal. Ok. Le disque, il aime pas ça. Donc avant de se dire faire du sport, c'est mauvais pour les disques, on va les abîmer, tout ça, en fait, on se rend compte que que de ne pas mettre de contraintes dessus, c'est pire. Voilà. C'est pire, c'est au moins aussi mal. Après, on pourrait même dire que c'est pire parce qu'au final, il n'y a pas que les disques dans la vue. Hein. Donc, l'inactivité, vous allez effectivement dégrader vos disques, mais vous allez avoir plein d'autres, tout un tas d'autres facteurs, comme peut-être une augmentation du risque cardiovasculaire et tout ça. Ok. Alors, quels paramètres de charge et d'activité sont les meilleurs pour le disque? Donc là, on va voir. Alors, avant ça, là en fait, c'est dans cette étude-là, ils ont tout combiné, ok? En fait, c'est très difficile d'avoir des données qui vont être issues uniquement de chez l'être humain. Donc en gros, là, ils ont combiné être humain, animaux, cellules et des disques entiers, ok? Et ils nous ont fait une compilation. Alors, on va voir en fait, hein, étape par étape. Donc le type de charge. La charge, elle doit être dynamique. Bon, ça, normalement, on le savait. Hein. Déjà, dans la partie 1, on avait compris ça. Les charges statiques, l'immobilisation, ça va être préjudiciable. Ok. Les charges élevées et ou d'impact sont probablement préjudiciables. Ok. Là, il y a probablement. Ok. La direction de la charge. Donc, la charge axiale, ça, en général, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc, la compression dans l'axe. Ça, on sait que pour les disques, c'est le top. Les amplitudes de mouvement extrêmes, les activités de torsion et la flexion avec compression sont des types de charges susceptibles d'être préjudiciables. Vous voyez, en fait, dans cette étude-là, les termes qui sont employés, probablement, susceptibles. C'est pas moi qui les ai rajoutés, là j'ai traduit mot pour mot, ok? Donc, ils prennent du recul, les personnes qui ont écrit ça, par rapport aux données. Quand ils sont sûrs, ils vous disent qu'ils sont sûrs, donc charge dynamique, charge axiale, tout ça, ils savent que c'est bon. Mais quand là c'est censé être néfaste, bah, ils prennent des précautions parce qu'ils sont pas sûrs encore à 100%, ok? Fréquence et ou vitesse de chargement, donc des cycles de chargement plus lents sont probablement préférables avec plutôt, on va dire, 6 à 60 cycles par minute, donc voilà, pas besoin de charger le disque de manière très rapide, voilà, on peut prendre son temps, 6 à 60 cycles par minute, par exemple, si on prend un programme de musculation, bon, on peut être bon dessus. Hein.
les types de charges rapides à fort impact et soudaines sont néfastes pour le disque intervertébral. Voilà, donc là, ils disent que ça, c'est néfaste. Ampleur de la charge, donc après là c'est en fait là il parle de pression intradiscale, donc en fait entre 0,3 et 1,2 mégapascal en gros c'est bon, c'est la gamme optimale pour renforcer les disques, donc c'est ce qu'on retrouve par exemple en station debout, à la marche, lors du jogging et tout ça. Mais la position couchée, la flexion vers l'avant en position debout, le soulèvement d'une charge de 20 kg et certaines postures assises se situent en dehors de cette plage, tout comme les activités à fort impact et les tâches explosives. Et donc du coup voilà. Après c'est toujours pareil, hein, on verra la diapo juste après, ça, on peut prendre un point de recul. Durée de la mise en charge et schéma de mise en charge. Il est possible qu'un schéma d'exercice repos-exercice tout au long de la journée soit plus bénéfique qu'une durée particulière de mise en charge en soi. Et en fait, là déjà, si vous avez vu les autres vidéos sur le tissu conjonctif, il y a plein de choses qui vous parlent. Les cycles plutôt lents ici, sur le tissu conjonctif, sur le cartilage et l'os, c'est ce qu'on avait déjà vu. Le fait de mettre de la charge, dépose, de la charge, dépose, pareil, pour les tissus conjonctifs, ça on avait déjà vu que c'était une bonne chose. Donc en fait, il y a les tissus conjonctifs, ils réagissent plus ou moins de la même manière, même s'ils sont différents dans le corps. Voilà. Donc ils aiment bien être mis en fait, on les charge, on prend des temps de repos, parce qu'en fait, ils peuvent saturer assez vite au niveau des mécanos récepteurs, enfin, de tout ce qui va être mécanotransduction. Et donc du coup, bah, faut les laisser, faut laisser passer une période réfractaire, et ça repart. C'est surtout ce qu'on avait vu dans l'os, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, là on a ça. Et maintenant, on va voir cette diapo-là. Alors pourquoi cette diapo? Juste parce qu'en fait, ici, si vous avez vu que vous faites des charges, vous soulevez des charges lourdes, que y a de la flexion dans votre programme, vous vous dites oh là là, je vais abîmer mes disques. En fait, pareil, on peut prendre un peu de recul, et au final, dans cette étude-là, on nous dit que les personnes qui soulèvent des charges, ben, en fait, ils n'ont pas forcément plus de risque de hernie. Ici, peut-être ça augmenterait le risque de hernie, mais en fait, ils n'ont pas plus de douleur que les autres, voire moins de douleur, ok? Et ensuite, de manière générale, le renforcement, voilà, ça va avoir un rôle protecteur sur les pathologies métaboliques, sur les pathologies cardiovasculaires, sur la démence, sur les problèmes du sommeil, ça va améliorer la qualité du tissu osseux, augmentation de la masse musculaire, amélioration du cartilage, amélioration des tendons, enfin voilà, il y a énormément de bénéfices. Donc là, nous on se focalise dans ces vidéos sur le disque, mais il n'y a pas que les disques dans la vie, ok. Voilà, ok. Et donc du coup, ici, je vous rappelle toujours pareil, hein, ils ont combiné des données sur l'être humain, les animaux, les cellules, des disques entiers, ok. C'est pas que du disque humain vivant, capable de s'adapter. Donc on prend des pincettes sur l'analyse de ça. Le but de la vidéo, c'est pas que vous ayez peur à la fin de faire des mouvements. Donc celle-là, c'est vraiment une diapo importante, ok. Donc je recommence ici. Les personnes qui soulèvent des poids, ils n'ont pas plus de risque de hernie que les autres dans cette étude-là. Dans cette étude-là, ils ont plus d'anomalies à l'IRM, mais ils n'ont pas plus de douleur au dos, et peut-être même ils en ont moins. Et en plus de ça, on a une amélioration de tous ces facteurs ici. Petit aparté sur l'heure de la journée, ça vous avez déjà entendu je pense. En gros, il faut tenir compte du moment de la journée pour la mise en charge. En fait, la pression intradiscale elle sera plus élevée le matin que le soir, ce qui implique en fait un risque de blessure plus élevé. D'après les études, la majeure partie de cet effet devrait disparaître au cours de la première heure de la journée. Donc est-ce que c'est à prendre en compte? Franchement, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Qui va faire des efforts hyper importants aux premières heures de la journée? Je pense pas grand monde. Hein, vous vous levez pas à 8h et puis à 8h30 vous êtes en train de soulever des grosses barres. Donc voilà, mais c'est juste à savoir, peut-être avec un patient qui a un métier particulier, un mode de vie particulier, peut-être à prendre en compte, ok? Par conséquent, certains protocoles de charge plus élevés pourraient être mieux exécutés plus tard dans la journée. Alors après, est-ce que vraiment plus tard, ou est-ce que juste on attend déjà la première heure? Je pense qu'en attendant déjà la première heure, c'est déjà pas mal. Mais de toute manière, je pense que personne ne fait des trucs hyper contraignants pour les disques dans la première heure de lever. Après, dites-moi si je me trompe, hein, mais je pense. Donc ensuite, sport et disque. Donc dans cette étude-là, et donc c'est celle-là, ils ont donc il y avait des athlètes, il y avait plein de sports, et dans ces sports-là,
les sports qui se sont montrés, qui ont montré un bénéfice pour le disque, ça a été le basketball et le football. Ok, c'était les seuls qui avaient des paramètres améliorés au niveau du disque intervertébral. Donc c'est-à-dire une plus grande, une hypertrophie, en fait, une plus grande hypertrophie au niveau du disque, ou une meilleure hydratation. C'est en général les deux paramètres qui sont étudiés dans les études, et on verra ça après. Donc voilà, ces résultats, ils renforcent la notion émergente selon laquelle des types spécifiques d'entraînement physique peuvent être capables de susciter des réponses physiologiques dans le disque intervertébral lombaire. Attention, cette étude elle a été faite sur des personnes qui avaient entre 18 et 24 ans, donc des personnes jeunes, qui n'avaient pas forcément atteint la maturité au niveau des disques, parce que les disques ils mettent beaucoup de temps vraiment à arriver à maturité, et en fait il n'y avait pas de dégénérescence liée à l'âge qui avait commencé. Donc on peut pas transposer ça à des personnes plus vieilles, ok? Mais c'est aussi une force de l'étude parce qu'en fait, étant donné l'âge de l'échantillon de l'étude, ça permet de quantifier la santé des disques, des disques intervertébraux indépendamment des effets délétères du processus du vieillissement. Donc comment le disque il se développe avant d'avoir le vieillissement qui vient s'intercaler. Pour faire un lien aussi avec d'autres choses, on avait vu sur ma vidéo sur les ligaments, notamment le ligament croisé antérieur, que des efforts précoces ça permettait peut-être de maintenir un petit peu plus, par exemple, l'artère géniculée, donc qui vascularise le ligament, et d'autres paramètres, et qui fait qu'en fait, eh ben, il fallait charger quand on était jeune, pour avoir les ligaments les plus solides possibles, pour plus tard. Peut-être que c'est aussi ça qu'il faut faire pour les disques. On charge pendant qu'on est jeune, pour avoir les disques les mieux préparés pour la suite. Pareil pour l'os, vous vous rappelez, là on avait vu dans la vidéo sur l'os, plus on charge tôt, plus on va avoir un os dense, et plus peut-être ce sera bénéfique pour plus tard. Pour le cartilage, là pour le coup j'ai un doute, je me rappelle plus si ça on l'avait vu, il faudrait que je regarde ma propre vidéo. Compte tenu de l'âge de nos participants, bon, on ne peut pas voilà, établir de comparaison avec d'autres groupes, et on ne sait pas exactement combien de temps une intervention d'exercice, en fait combien de temps il faut pour qu'on ait une adaptation qui se produise dans le disque intervertébral. Ok. On a des données qui... Enfin, on a une étude en fait sur 6 mois. Je l'ai mise à la fin de la vidéo, donc on reviendra dessus. Mais voilà, en gros, on a une étude sur 6 mois où le but c'était d'améliorer les disques. Bon, à la fin des 6 mois, on n'avait pas beaucoup de résultats en fait, hein, on verra après. Donc qu'est-ce qu'on retient d'ici? Que ces deux sports-là, c'est les meilleurs pour les disques. Non, je rigole. Non, ces deux sports-là, ils ont permis d'avoir une hypertrophie et une meilleure hydratation au niveau des disques, par exemple, mais chez les nageurs et les joueurs de baseball, il n'y avait pas d'amélioration. Est-ce que ça fait de ces sports-là des sports moins bons? Bien évidemment que non, ok? Le plus important, comme toujours, c'est de faire un sport qui vous plaît. C'est vraiment ça, la règle de base pour être en bonne santé, ok? Vous n'allez pas vous forcer à faire un sport juste pour vos disques intervertébraux, ça n'a aucun sens. Mais de toute manière, après, quand vous faites, si vous faites du sport, après, de toute façon, si vous complétez par de la musculation, une musculation, vous aurez forcément de la charge axiale. Voilà, c'est... Si vous voulez prendre soin de vos disques. Comment on explique tout ça? Quelques mécanismes, alors bien évidemment, on les connaît pas forcément tous, mais en gros, on sait que la charge mécanique dynamique due à l'activité physique, ça va améliorer le transport de liquide, ok? Donc ça va faciliter le transfert de nutriments et l'élimination des déchets métaboliques. Et donc tout ça, bah, ça va faire que le disque il sera en meilleure santé. Et ça va être plus prononcé avec les solutés de grand poids moléculaire. Ok, vous vous rappelez, les petits ils diffusent, ils n'ont pas besoin d'aide de mouvement. Par contre, les gros, ils ont du mal à passer. Il faut du mouvement pour les faire rentrer dans le disque. Ok, pour imager. La pratique d'au moins 30 minutes d'activité physique modérée 5 fois par semaine, rien que ça a montré des valeurs de coefficient de diffusion significativement plus élevées. Donc en fait, en gros, ils sont capables avec des IRM maintenant, ils le règlent d'une certaine manière et ils voient, je crois, ils peuvent voir la diffusion en fonction, je crois, des liquides dans le disque, enfin dans et à côté du disque, il me semble, et en gros, voilà. Mais en gros, ils sont capables de voir les coefficients de diffusion, et en fait, quand on fait du sport, et ben en fait, le coefficient de diffusion, il est amélioré. Donc ça veut dire, en gros, on va mieux nourrir le disque. Les premières recherches ont rapporté que la charge à court terme ne semble pas modifier le transport de soluté. Ok, mais que l'exercice à long terme, donc là il parle de 3 mois, ça augmente de manière significative le flux de nutriments. Donc c'est... Qu'est-ce qu'on retient de ça? Bah, en fait, il faut faire du sport sur le long terme, hein, mais de toute manière, vous le savez déjà ça. Probablement en raison du remodelage de la microcirculation et tout ça. C'est pourquoi un exercice régulier et constant est important pour maintenir la santé des disques intervertébraux, mais comme je vous l'ai dit tout le long de la vidéo, il n'y a pas que les disques dans la vie, ça maintient aussi la santé générale. Et on va aussi avoir une augmentation de la synthèse des glycosaminoglycanes, qui est bénéfique aussi
pour le disque, ok, et qui est une conséquence de la charge du disque. Plus vous allez charger votre disque, plus vous allez avoir de glycosaminoglycans. Ça, pareil, ça marche comme dans le cartilage, hein. Vous vous rappelez, le cartilage, on avait une matrice avec du collagène de type 2 qui se renouvelle très lentement. Par contre, quand on chargeait le cartilage, bah, on avait une augmentation des protéoglycanes, ok, et ça s'adapte plutôt rapidement, ok, après l'effort. Voilà. Là, on va faire quelques sports. Donc on a des études qui ont été faites et voilà, on a quelques sports, on va voir sport par sport, qu'est-ce qui est bon pour les disques, ok? Surtout des sports qu'on croit qui sont mauvais pour les disques, ok? C'est surtout ça l'intérêt. C'est quasiment à chaque fois le même auteur, je sais pas comment ça se prononce, c'est Belavy, Belavy, il me semble. De toute façon, vous avez à chaque fois les références, hein. Donc vous allez voir, et vous allez voir que cet auteur-là, il apparaît très souvent, ok? Course à pied, disques intervertébraux, ça si vous êtes... alors soit si vous êtes pas du milieu de la santé, mais vous avez déjà entendu, faut pas courir, c'est mauvais pour tes disques. Si vous êtes un professionnel de santé, vous avez déjà eu le patient qui arrive, on m'a dit, ah, faut pas, on m'a dit d'arrêter de courir parce que c'était mauvais pour mes disques. Bon, ça je l'ai tout le temps au cabinet. C'est souvent d'autres professionnels de santé qui donnent ce conseil-là, et je rappelle hein, que énormément de personnes qui ont des croyances limitantes ou des croyances de fragilité les ont reçues d'un professionnel de santé. Ok, les gens pensent pas forcément qu'ils sont fragiles, c'est on leur a dit qu'ils étaient fragiles. Ok, bon ça c'était la petite pique. Donc, course à pied c'est mauvais pour le disque, on va voir que non. Alors, l'étude elle commence en fait en disant que certains auteurs ils ont affirmé que le métabolisme dans les disques chez l'homme est trop lent pour répondre de manière anabolique à l'exercice pendant la durée de la vie humaine. Et donc, en fait, on va voir que c'est faux et que, en fait, on peut avoir une réponse adaptative, anabolisante et hypertrophique qui est possible dans le délai de la vie humaine. Ok, donc on a des preuves d'hypertrophie du disque chez les coureurs de fond. Ok, cette hypertrophie du disque, elle pourrait bien être une adaptation à la charge chez les coureurs. Et en fait, on aurait une meilleure hydratation du disque et un meilleur contenu en glycosaminoglycanes dans la colonne lombaire inférieure chez ceux que chez ceux qui ne pratiquaient pas de sport. Donc par rapport à d'autres activités locomotrices, la marche rapide ou la course lente peuvent fournir le stimulus anabolique le plus fort pour l'adaptation du disque chez l'homme. En fait, si on remonte un petit peu, en fait, on est sur de la contrainte axiale, donc ici, charge axiale, ça on sait que c'est bon pour le disque. Ça voilà, ça c'est quelque chose, on sait que c'est bon pour le disque. Alors que le groupe, en fait, ils ont comparé des coureurs, alors de toute façon on le voit juste après ici, donc des coureurs qui font entre 20 et 40 km par semaine et ceux qui font plus de 50 km par semaine. Et en fait, alors que le groupe des coureurs de longue distance, il présentait des propriétés du disque intervertébral systématiquement meilleures que le groupe des joggeurs, il n'y avait pas vraiment de différence statistiquement significative entre les deux. Ça pourrait indiquer qu'il y a un effet plafond de l'exercice pour l'adaptation du disque. Okay, c'est qu'en fait, en gros, le disque il va s'adapter, puis à un moment donné, on va arriver à un plafond. Ok, et donc ça, c'est intéressant. Pareil, en fait, c'est comme dans tous les tissus. Finalement, vous allez augmenter, et à un moment donné, vous allez avoir un plafond. Quand vous allez pour le cartilage, on va avoir pareil. Pour l'os, on va avoir pareil. Mais le but, c'est d'avoir une bonne stimulation, peut-être le plus précocement possible, quand on est jeune, avoir le meilleur capital possible, et ensuite entretenir ce capital le plus longtemps possible. Ok, le but, c'est pas de devenir un super-héros en se disant mes os, je vais tellement les renforcer que ça va devenir de l'adamantium, ça n'a aucun sens. Le but, c'est d'avoir voilà, les tissus les plus, les tissus de meilleure qualité possible. Tout en gardant en tête que c'est pas parce que les tissus sont de bonne qualité qu'on n'aura pas de douleur, et c'est pas parce que les tissus sont de mauvaise qualité ou qu'il y a des anomalies qu'on aura des douleurs. Hein, c'est deux choses qui sont différentes. Donc en gros, on a l'hypertrophie du disque, voilà, qui est à certains endroits voilà, plus importants, surtout sur la colonne lombaire basse. Ça, c'est sur l'hydratation et la teneur en glycosaminoglycanes, et en fait, on voit que ici, c'est plus hydraté et il y a plus de glycosaminoglycanes que chez les non-sportifs. Là, en fait, donc ici, ils ont divisé le disque en cinq régions. Et en fait, c'est dans la région centrale, surtout, qu'il y a eu le plus d'adaptation. Donc, c'est vraiment la région du noyau. Ok, donc là, on peut dire que c'est vraiment le noyau qui s'est adapté. Donc, le nucleus pulposus. Ok, ça, on reverra souvent ces schémas-là. Donc, ça, c'est chez les coureurs. Ensuite, chez les haltérophiles. Alors là, pourquoi j'ai mis cette étude-là? Parce que là, il y a une phrase qu'on entend souvent.
Ah oui, si vous faites du soulevé de terre et du squat, bah ça tasse, ça tasse, ça tasse, ça tasse, et au bout d'un moment ça va mal finir. Ça vous l'avez déjà entendu. Ou voilà, il y a des gens qui vous prédisent l'avenir comme ça, mais en fait qui disent n'importe quoi et qui n'ont jamais lu une étude scientifique de toute manière. Parce que c'est pareil, ils font des affirmations, déjà d'un, ils n'ont pas de preuves, et en plus de ça, en fait c'est pareil, c'est une affirmation, ils sont catégoriques, il n'y a aucune nuance, et après c'est ponctué de d'après mon expérience, ok. Donc d'après ton expérience toute biaisée et le fait que tu lises pas d'études, t'arrives à faire des conclusions, bon on va pas les écouter tes conclusions. Haltérophilie et disques. Dans cette étude, ils ont comparé l'hydratation des disques au cours de la journée des personnes qui font de l'haltérophilie, donc 4 fois par semaine depuis plus de 5 ans. Donc c'est pas des débutants là, hein, 4 fois par semaine depuis plus de 5 ans, c'est des mecs sérieux. Et des personnes qui n'étaient pas haltérophiles. Donc en fait, au cours de la journée, l'hydratation du disque, elle change, avec notamment le disque il est plus hydraté au début de journée, et puis à la fin de la journée, il est moins hydraté. Si l'haltérophilie ça tassait les disques, bah logiquement il devrait y avoir une différence avec des disques qui seraient plus tassés ou des choses comme ça. En fait, il n'y avait pas de différence entre les deux groupes entre le matin ou tout au long de la journée. Ok. Et donc en gros, l'haltérophilie peut ne pas avoir d'effet négatif sur les disques intervertébraux de manière chronique ou aiguë. Voilà. Donc en gros, bah, en fait, faites de l'haltérophilie, enfin soulevez des poids de toute façon. En fait, là, on voit la diminution en teneur, la teneur en eau dans le disque. Voilà, là, ils sont plus hydratés, là, ils sont moins hydratés. En fait, c'est pareil, si vous faites de l'haltérophilie ou pas, c'est la même chose. Donc les gens qui disent que vous allez vous tasser et tout ça, bah en fait c'est pareil, c'est c'est pas c'est logique, ça semble logique, mais c'est complètement faux. Du moins complètement faux. Dans cette étude-là, c'est pas ce qu'on voit, et pareil en fait, hein, si on reprend les termes, c'est peut ne pas avoir d'effet négatif, ils sont pas non plus catégoriques, mais voilà, ça c'est la différence entre le scientifique et le youtubeur. Le youtubeur il connaît tout, alors qu'il lit rien. Cyclisme, ah oui, parce que du coup, là, pourquoi l'haltérophilie, donc par rapport à ça, et puis on se dit, oui, voilà, la charge c'est mauvais pour les disques, bah en fait, pas forcément. Cyclisme et disque, donc là, ils ont pris des personnes qui faisaient vraiment du haut volume enfin, qui faisaient beaucoup de kilomètres en vélo, grosso modo. On se dit, waouh, le vélo, mauvais pour le dos. On est complètement, on est penché comme ça va ruiner les disques. Ça, c'est sûr et certain, ça va ruiner les disques. Donc, dans cette étude, pour étudier les facteurs de risque potentiels des douleurs rachidiennes, ils ont comparé 18 cyclistes à haut volume, donc qui faisaient plus de 150 km par semaine pendant plus de 5 ans, donc pareil, là c'est des mecs sérieux, à 18 personnes non sportives appareillées en taille. Les cyclistes, ils avaient une meilleure hydratation du disque intervertébral et un meilleur contenu en glycosaminoglycanes par rapport aux personnes, par rapport aux témoins. Donc, on revoit ici, voilà, avec un disque qui est plus hydraté, ok, avec plus de glycosaminoglycanes. Une fois de plus, on se dit, on est penché en avant, ça va éclater les disques. Bah en fait, a priori, non, ils ont plutôt des signes d'un disque qui est en meilleure santé. Ok. Quand on regarde, les effets sont plus importants dans la partie centrale du disque, et donc en fait c'est là où se trouve le noyau. Donc là c'est entre les régions 2, enfin sous-région, région 2, 3, 4, donc 2, 3, 4, donc c'est plutôt la région du noyau où ça s'est adapté. Je rajoute un petit bonus, rien à voir avec les disques, mais les cyclistes ils ont un psoas qui est plus large, et moins de graisse intramusculaire dans le psoas et le carré des lombes. Ok. D'ailleurs, pour info, les cyclistes avec un psoas large, des fois ça peut entraîner des compressions au niveau de certaines artères. Ça, c'est à savoir aussi, ça peut déclencher certains symptômes. Euh, donc le cyclisme, est-ce que c'est mauvais? Bah a priori, non, même si on est penché en avant pendant longtemps. Aviron, alors là, l'aviron pareil, on se penche en avant, on vient ramener en arrière, on se penche en avant, on fait de la flexion, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est mauvais pour les disques. Bon, alors les caractéristiques morphologiques des disques intervertébraux lombaires sont restées constants, mais les teneurs en glycosaminoglycanes ont diminué dans l'ensemble de la colonne lombaire à T1 par rapport à T0. T0 et T1, c'est quoi? En fait, T0, ils ont pris les avironneurs au plus fort de leur prépa pour la saison, et en T1, ils ont fait les IRM post-saison en récupération, où là les mecs ils étaient coolos, ils bossaient plus, ils étaient en vacances. Mais en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait les glycosaminoglycanes, en fait, ils ont diminué dans le disque. Donc en fait, l'aviron, ça permet d'avoir une meilleure teneur en glycosaminoglycanes. Toujours pareil, on met de la compression, on met de la contrainte. Il n'y a pas que de la compression dans l'aviron, il y a de la flexion, tout ça, mais on met de la contrainte, voilà. Le disque, il va s'adapter. Ok. Donc c'est une structure quand même qui... Il y a des adaptations sur le court terme, là, ok. C'est... Là, il y a... C'est pas... Alors,
Là, il y a des adaptations sur le court terme, mais chez des personnes qui sont déjà entraînées. Et après, c'est toujours pareil, parce qu'on verra avec la dernière étude qui met en lumière peut-être quelques limites, on verra. Cardio et santé du disque, donc là c'est le moment où le but c'est de vous convaincre que faire du cardio c'est bien. Et de me convaincre moi aussi, parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire du cardio. Après, la santé cardiovasculaire, elle s'entretient pas qu'en faisant du cardio, hein. De toute manière, quand on avait vu, hop, 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 on remonte, on remonte, on remonte, hop, musculation, ça limite le risque de maladie cardiovasculaire, donc on peut se dire que ça améliore le, le- le- le système cardio-respiratoire, cardiovasculaire, donc voilà, c'est positif. Donc la santé cardiovasculaire, elle peut potentiellement affecter le flux de liquide discal en modifiant la disponibilité du sang dans les lits des capillaires vertébraux. En fait, les vertèbres elles sont perfusées par les artères vertébrales et les capillaires qui pénètrent dans la plaque sous-chondrale. Le flux sanguin, il est plus élevé dans les vertèbres cervicales, il est plus faible dans les vertèbres lombaires. Par conséquent, en fait, on pourrait se dire qu'une diminution du flux sanguin artériel, ça affecterait davantage les disques lombaires. Ok. Donc faites votre cardio. Faites du sport surtout. L'artérosclérose, ça a un impact négatif sur le flux sanguin vers les vertèbres et les plaques terminales, et on sait que l'artérosclérose aortique abdominale a été associée à la dégénérescence discale et aux douleurs dorsales. Ok. Donc, il faut avoir Après, tous les systèmes sont liés, hein, pareil dans l'arthrose. Alors là, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on sait que ceux qui ont, il y a une corrélation. Alors après, je sais plus dans quel sens entre arthrose et pathologie cardiovasculaire. Alors est-ce que c'est parce que vous avez de l'arthrose que vous faites moins de sport et il y a un problème cardiovasculaire? Mais je crois qu'il y a des voies métaboliques qui font que voilà, il peut y avoir un point commun. Enfin, ça se rejoint à un moment donné. De même, on retrouve des valeurs de coefficient de diffusion plus faibles en corrélation avec le rétrécissement artériel lombaire. Donc voilà, si les artères sont de moins bonne qualité, bah, l'apport en nutriments sera de moins bonne qualité, démontrant une relation entre la dégénérescence discale et une mauvaise santé artérielle. Mais il y a également une relation corrélative entre la santé artérielle et le coefficient de diffusion. Donc, si les artères elles sont en mauvaise santé, ça diffuse moins, mais si les artères elles sont en bonne santé, ça diffuse plus, soutenant le lien entre l'apport sanguin et la santé discale. Une étude qui ne montre pas d'amélioration sur le 10, donc c'est celle-là. Donc ils ont pris 20 patients qui avaient des lombalgies non spécifiques. Voilà, on a vu tout à l'heure, il y avait des études chez les jeunes et tout ça. Donc, ouais, est-ce que c'est comparable tout ça? Voilà. Avec un programme d'exercice, donc il y avait programme aérobie, donc c'est plutôt bon, parce que du coup on voit que bon, bah, ça travaille le cardio aussi, plus renfo. Versus 20 patients qui eux avaient un entraînement en contrôle moteur et une thérapie manuelle. Les tests ils ont été effectués au début de l'étude, à 3 mois et à 6 mois. Et les modalités étaient intéressantes pour le disque en termes de mouvement, d'amplitude, de pression et de fréquence. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vraiment bien respecté tout ce qu'on a dit là. Tout ce qui est dans le vert, ici, ils l'ont mis quasiment. Et vraiment, ils ont fait les choses plutôt bien. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y avait pas de différence à la fin de l'étude. Alors, est-ce que le patient lombalgique, bon bah, qui a été vraiment. Après, est-ce que le disque avait. Les disques étaient problématiques? Est-ce que c'était pas assez long? Est-ce que le fait c'était des patients qui avaient été longtemps sédentaires, voilà, trop vieux, trop. Voilà, il y a plein de questions qui se posent. Voilà, donc moi je dirais que pour avoir des bons disques, a priori, là, ce que je vous dirais, c'est commencer le sporto et maintenez tout au long de votre vie. Et puis de toute manière, comme je vous ai dit, il n'y a pas que les disques dans la vie. Donc c'est vraiment la phrase de la vidéo, ça, il n'y a pas que les disques dans la vie, hein. Là on parle vraiment des disques, on fait focus dessus, mais il n'y a pas que ça. Pensez à la santé de manière générale et faites un sport qui vous plaît. Ok. Ensuite, questionnement, donc, bah, c'est ce que j'ai dit en fait, hein, ça va être un résumé, hein, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, importance de pratiquer jeune, peut-être, comme pour le ligament croisé, comme pour le cartilage, comme pour l'os. Une fois la structure atteinte, est-ce que c'est vraiment réversible totalement? On sait que pour l'arthrose, bah, ça va être compliqué de revenir en arrière. Quand on a une tendinopathie, le tendon il va pas forcément revenir complètement en arrière. Quand on a de l'ostéoporose, on reviendra peut-être pas complètement en arrière. Quand on a une lésion musculaire, on reviendra peut-être pas complètement en arrière. Après, est-ce que le but c'est de revenir complètement en arrière? Ça ne l'est pas non plus. De toute manière, c'est ce que j'ai mis là. Il y a pas besoin. Ça c'est bon, j'ai mis en questionnement, mais ça, on est sûr, on n'a pas besoin d'avoir une modification de la structure pour diminuer la douleur et améliorer la fonction. Donc voilà, ça c'est des choses. Des choses où il y a encore on a encore des questions où on doit trouver des réponses. Mais voilà, là on arrive à la fin de la vidéo.
le même de la vidéo que j'ai pas oublié. Donc voilà, en gros, disque, os, cartilage, en gros, ils réagissent tous pareil en fait, hein. C'est juste ça. Donc on va s'arrêter là. Je voulais... Alors là, du coup, normalement, il reste plus que les personnes hyper sérieuses. Donc par rapport à l'abonnement sur YouTube. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient souscrit à l'abonnement. Déjà, d'un pour... parce que ça fait quand même plaisir, parce que c'est que mon travail vous plaît. Donc déjà, merci à tous. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre les PDF, comme j'ai dit, sur YouTube. Mais en fait, j'ai pas encore trouvé l'espace où je peux faire ça. En fait, je peux mettre des photos, des trucs comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les PDF en entier. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... parce que juste discuter comme ça, c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'ai parlé avec certains d'entre vous. Et en fait, venez sur le Discord. Dites... si vous avez un pseudo, il faut que vous me disiez qui vous êtes. Ok? Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un salon privé où je mettrai tout sur place. Ok? Comme ça, on pourra, et d'un, discuter entre nous, et de deux, vous aurez tous les fichiers PDF. Les PDF, là, donc, je vais mettre celui-là, et au fur et à mesure du temps, je mettrai aussi les anciens PDF. Donc, au bout d'un moment, vous allez récupérer tous les PDF depuis le début. Ok? Je vais les mettre au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que je pourrais tous les mettre d'un coup, mais moi pareil, je sais très bien que quand c'est comme ça, si je reçois tous les trucs d'un coup, je vais pas les lire. Ok? Je sais pas savoir par quoi commencer. Donc je vais en mettre vraiment au fur et à mesure. Donc à chaque fois que la vidéo elle sort, vous aurez le PDF de la vidéo. Mais vu que pour les vidéos d'avant, bah, de temps en temps, une fois par toutes les 2 semaines, j'en rajouterai un. Ok? Et comme ça, bah, ça vous permettra petit à petit de les lire, de classer. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire des mind maps, des choses comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, à la fin, vous aurez tous les PDF. Ok? Je pense qu'on doit pas être trop mal en termes d'estimation du temps là. On doit être entre 35 et 40, c'est plus ou moins ce que j'avais dit au début. Donc bah, j'espère que la vidéo vous a plu et on se dit à la prochaine. Salut!